tous. Gros merci à tout le monde d'être là. Et surtout, un gros merci à Mme Katia Papi de l'Université TELUC pour son implication pour la formation d'aujourd'hui. Renouveler l'éducation grâce à la formation en ligne. Comme je soulignais à Katia tout à l'heure, ça tombe pile poil avec tout ce qui se passe en Ontario français. On vous rappelle que la formation se termine à 13h30 heure de l'Est. Si les gens sont disponibles, le momentum le permet et Katia est disponible aussi également. On peut continuer sans aucun problème. On vous invite suite à la formation, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, abusez du référent, on se fera un plaisir de les faire circuler d'un côté comme de l'autre, du côté de Katia comme du côté des participants en ligne. On remercie le pont, l'Université d'Ottawa pour l'utilisation du pont audio. On remercie également l'Université de Moncton pour l'utilisation d'Adobe Connect, nos bailleurs de fonds Patrimoine Canada et le SAIC et la Femme de l'ombre aujourd'hui, Lise Chauvino du CEDAF qui prend en charge l'enregistrement vidéo de la formation. Suite à l'atelier, on peut vous faire suivre sur demande. Je vais l'indiquer dans le clavardage à quelques reprises, autant le document de présentation, le clavardage intégral et le lien vidéo. Alors, on vous souhaite, petit détail technique, si ce n'est pas déjà fait, j'imagine que tout le monde l'a fait parce qu'on n'a pas de problème du tout. On vous invite quand même, sauf Mme Papi, étoile 6 tout le monde sur votre clavier téléphonique pour éviter l'écho, pour la sourdine du système audio. Pour prendre la parole à cours de route, vous pouvez faire carré 6 sur votre clavier téléphonique pour parler, ou vous pouvez utiliser le clavardage via Adobe Connect ou lever la main. Alors, je souhaite à tous une excellente formation et je laisse la parole à Katia. Bonjour, merci beaucoup Alain et merci au RECOD pour l'ensemble des formations qu'il organise. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément pas une formation en tant que telle, une petite réflexion que je vous propose sur le fait de renouveler l'éducation grâce à la formation en ligne en se basant sur le cas de l'Ontario. Donc voici les différents points qui seront abordés. Pourquoi penser à un renouvellement de l'éducation, donc le questionnement. On va voir aussi quelques particularités de l'éducation en Ontario. Brièvement, la méthodologie d'enquête qui est à la base de ce que je vais vous présenter, les origines de l'apprentissage électronique en Ontario, les dispositifs actuels qui sont mis en place en Ontario avec des cours, des ressources en ligne. Nous allons parler de la formation et de l'accompagnement et puis nous intéresser à la manière dont la formation à distance pourrait participer à un changement de culture et j'ai quelques références à la fin de ce qui est cité, surtout dans la partie questionnement. Donc on le sait tous, on le voit tous dans notre quotidien que la numérisation s'est progressivement généralisée dans la société, tant au niveau du travail où nos bureaux ont changé progressivement, les différents éléments qui étaient auparavant disposés dessus, s'intégrant petit à petit finalement dans nos appareils tels que les téléphones intelligents ou bien les ordinateurs portables. Et puis il en va de même à la maison, on est de plus en plus connectés, la domotique est de plus en plus présente. Et puis, il en va de même dans l'ensemble des relations. C'est quelque chose d'assez fréquent. Alors ça, cette photo, c'est pas moi qui l'ai prise, mais de façon très intéressante, j'aurais pu la prendre même la dernière fois où je suis allée à Cuba, où il y avait des places avec de la musique et puis finalement, l'ensemble des personnes étaient derrière leur téléphone parce que le Wi-Fi était présent sur les lieux, les places publiques, et non pas forcément à la maison, et donc ils en profitaient pour se connecter, ce qui me semblait dramatique pour moi qui suis une amatrice de salsa, entendre de la bonne musique et ne voir personne danser. Mais quelle place pour les évolutions technopédagogiques dans l'éducation? Eh bien, en fait, souvent, quand on regarde les recherches qui sont faites à ce sujet, on voit qu'il y a un constat qui est assez récurrent depuis les années 80, où finalement les salles de classe ne changent pas tant. On a l'impression qu'il y a toujours des innovations technologiques, mais qu'elles sont peu intégrées à l'éducation. On voit que les dispositifs finalement tendent à garder des grands amphithéâtres ou des classes en randonnion bien souvent. Éventuellement, certaines technologies vont changer. On va passer d'un affichage au rétroprojecteur, au vidéoprojecteur, mais ça va nous laisser dans le même contexte éducatif, le même type de présentation.
D'où cette idée qui avait été annoncée par des personnes, des chercheurs comme Larry Cuban, Viviane Beckman, etc., de vagues, de marées qui viennent et puis qui repartent en laissant éventuellement quelques petits éléments. Oui, on va intégrer un vidéoprojecteur dans la salle de classe sans pour autant forcément changer réellement le paysage. Donc il semblerait de plus en plus qu'il y a un décalage entre les usages sociaux et les usages éducatifs du numérique. On a des jeunes qui sont de plus en plus connectés, des pratiques éducatives qui parfois semblent un peu anciennes, et cela pose de nombreux questionnements. On se demande souvent bien pourquoi c'est comme ça, pourquoi l'éducation n'évolue pas plus vite. Les causes qui ont été identifiées dans les recherches, je vous en donne les principales, il y en a évidemment d'autres. Certaines recherches mettaient en avant qu'il y avait un manque d'équipement, disons, les salles de classe ou d'université ne sont pas équipées pour permettre d'utiliser davantage de technologies. Il y a une fracture numérique au niveau finalement de l'équipement. D'autres ont davantage développé l'idée de manque de compétences, donc comme une idée de seconde fracture numérique, en disant bien oui, on peut équiper des écoles sans problème, des enseignants, des élèves, mais pour autant ils ne vont pas savoir les utiliser, ils n'ont pas ces compétences. Il y a également d'autres recherches qui vont mettre en avant l'organisation pédagogique. Ça, on le voit déjà dans les années 90, on nous dit oui, mais finalement quand on a un cours qui va durer 50 minutes dans une petite classe, en randonnion, etc., la durée est trop restreinte, les élèves sont trop nombreux, le temps qu'ils allument leurs appareils, finalement, on ne va rien utiliser, donc on préfère mettre ça de côté que de perdre notre temps à simplement pouvoir se connecter, qu'à vraiment pouvoir apprendre. On parle également de réticence, donc réticence au changement, c'est souvent associé évidemment plus aux enseignants qu'aux élèves, et également au risque, c'est-à-dire des enseignants qui se disent oui, je sais utiliser telle application, telle chose, et ça pourrait être intéressant dans mon cours, mais j'ai peur que le jour où je décide de le faire, ça ne fonctionne pas. On a tous connu ça, même en présentation, des fois se dire, j'ai envie de mettre un lien vidéo, mais est-ce que quand je vais faire ma présentation, ça va fonctionner? Donc, est-ce que je prends le risque ou est-ce que je me dis que non, je vais me trouver ridicule devant des élèves que je suppose tellement plus doués avec les technologies que moi? Le manque de pertinence également est souvent soulevé, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants ne seraient pas contre utiliser différentes technologies dans leurs enseignements, mais ils ne voient pas ce que ça leur rapporte. Pourquoi faire telle activité avec une technologie numérique alors que finalement avec un papier crayon ça fonctionne pareil a priori. Donc ça a été souvent pointé. Également des oppositions à l'usage, donc parfois il y a des critiques également à l'omniprésence des technologies. On sait très bien qu'il y a des écoles, notamment aux États-Unis, même dans la Silicon Valley, qui prônent un non-usage des technologies. Et puis j'avais pu voir également qu'il y avait des conflits instrumentaux, c'est-à-dire une inadéquation entre les artefacts didactiques, les artefacts pédagogiques et les artefacts techniques. C'est-à-dire que finalement, ça ne va pas dans la même direction et du coup, il n'y a plus de cohérence dans l'ensemble, d'où un non-usage qui n'est finalement lié à aucune opposition, mais à un manque de cohérence de l'ensemble du dispositif. La formation à distance serait-elle une voie de changement? Est-ce que finalement, dans la mesure où on voit que la formation à distance se développe énormément, elle se développe énormément au niveau universitaire, on le voit, la CEDUC fait partie des anciennes institutions de formation à distance qui existent depuis 1972, mais depuis le développement d'Internet au milieu des années 90, beaucoup d'universités se sont mises petit à petit à proposer des cours et des programmes en formation à distance. Donc, on voit qu'il y a un fort développement à ce niveau-là et que ce développement est lié au développement de l'usage des technologies numériques. Donc, on peut se demander si cela a également des impacts au primaire et au secondaire. Est-ce qu'on va avoir un développement de la formation à distance à ces niveaux et dans quelle mesure un tel développement peut permettre de faire ou engendrer des évolutions dans l'ensemble de l'enseignement au-delà de l'enseignement en tant que tel.
Donc, je vous propose de parler du cas de l'Ontario. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien les spécificités de l'éducation en Ontario, on a un système qui se présente comme suit, c'est-à-dire qu'on a l'élémentaire qui va de la maternelle à la 6e année. Et, ensuite, on a un niveau intermédiaire qui comprend les 7e et 8e années, qui est toujours associé à l'élémentaire. Mais pour autant, dans les faits, les classes de 7e et 8e année ne sont pas forcément avec. Et on a le secondaire qui va de la 9e à la 12e année. À la fin, on aboutit au diplôme d'études secondaires de l'Ontario, avec qui est basé sur les évaluations des cours de 9e et 12e année, le test provincial de compétences linguistiques, et puis un travail communautaire, il me semble que c'est 40 heures en bénévolat qui est en cours. Il y a une particularité intéressante qui est le fait qu'il y a un partage entre des écoles catholiques et des écoles publiques et des écoles anglophones, des conseils francophones. Donc en termes de conseils scolaires, ça donne la répartition suivante. Il y a 72 conseils scolaires, donc ça revient à peu près à ce qu'on a également au Québec. Sur ces 72 conseils scolaires, 31 sont publics et anglophones, 4 sont publics francophones, et on a également des conseils scolaires donc catholiques, 29 sont anglophones et 8 sont francophones. Alors la petite subtilité que j'avais pris un petit peu de temps à comprendre, c'est le fait qu'on les nomme publics ou catholiques. Pour autant, le fait d'être catholique ne veut pas dire privé, ils sont quand même financés par des fonds publics. C'est simplement qu'il y a des cours liés à la religion qui sont associés à cet enseignement, mais ça ne correspond pas à des écoles privées, il y en a assez peu finalement en Ontario. Dans ces écoles, dans ces conseils scolaires, l'idée est de développer l'apprentissage en ligne et l'utilisation des technologies. En fait, il y a deux approches qui ont été mises en avant par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, qui sont soutenues principalement depuis une enquête mise en œuvre en 2006 qui montrait qu'il y avait des besoins dans le domaine. Donc, il y a d'une part l'idée de développer l'apprentissage en ligne, donc la formation à distance, surtout pour le niveau secondaire, et également l'apprentissage dit hybride dans ce contexte qui correspond à ce qu'on appelle généralement l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Ce n'est pas forcément de l'apprentissage hybride au sens où on l'entend dans la recherche, à savoir une partie en classe et une partie à distance. La terminologie a évolué petit à petit, c'est-à-dire qu'il a été question au début des années 2006-2007 d'apprentissage électronique, puis d'apprentissage assisté par la technologie, et actuellement, il parle davantage de pédagogie redéfinie par la technologie. Donc la terminologie évolue au fur et à mesure que certaines intégrations sont plus naturelles et que de nouvelles pratiques naissent. J'avais fait une enquête en fait en étant envoyée par le ministère de l'Éducation du Québec, donc le MES, en 2017. On avait demandé d'aller voir ce qui se faisait en Ontario, disant que ça pourrait peut-être inspirer nos pratiques ici au Québec. On voit souvent que nos voisins sont un petit peu plus avancés dans ce domaine. Et donc l'idée était de faire quelque part un bilan un peu général. Alors on m'avait demandé de faire un certain nombre d'entretiens. Certains ne prévoyaient pas forcément les effectifs, d'autres on disait très bien de rencontrer au moins 4 conseils scolaires, au moins 8 directions, etc. Et puis finalement au total, j'ai rencontré 46 personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion donc de mener des entretiens généralement semi-directifs. Ce qui a permis bien de voir un petit peu ce qui se passe. Pour autant, 46 personnes sur l'ensemble d'une province, c'est très peu. Il y a forcément encore plein de points de vue, plein d'expériences auxquelles je n'ai pas eu accès. Donc, dans la mesure où je vois qu'il y a des personnes de l'Ontario qui sont connectées, je serais très intéressée d'avoir des compléments, des précisions, etc. À la fin de ma présentation. Je suis sûre que vous avez
beaucoup de choses à dire que je ne vais pas forcément mentionner lors de cette présentation. Donc, pour ce qui est évidemment des personnes rencontrées dans les ministères, enfin le ministère de l'Éducation qui est basé à la fois à Toronto et à Ottawa, voilà, c'est dans les grandes villes. Pour ce qui est des conseils scolaires, des directions et du corps enseignant, j'ai mis des petits points là où j'ai pu faire des entretiens. Il est sûr qu'il y en a beaucoup malgré tout qui sont du côté des grandes villes, donc Ottawa, Sudbury, Toronto, mais j'ai essayé quand même de voir un petit peu plus large pour avoir également un petit peu le pouls de ce qui se passe en région plus éloignée des grands centres. Également, j'ai eu la chance de pouvoir faire des observations, c'est-à-dire qu'il y a deux établissements dans lesquels, enfin deux cours, de deux enseignants qui ont accepté que j'aille voir leur classe. Donc j'ai pu observer un cours de français et un cours de sciences dans une école secondaire catholique francophone. Normalement, c'est ça, j'aurais voulu également faire d'autres observations, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir les autorisations. Et puis, j'ai pu participer à deux événements très intéressants. L'un qui s'appelle BOLT, donc 2017, Greek Online Teaching Together, et l'autre TAC 2017. Les deux événements sont assez proches, mais BOLT c'est pour le milieu plutôt anglophone, TAC c'est pour le milieu plutôt francophone, et ça vise vraiment à regrouper les enseignants, les directeurs d'école, etc., toutes les personnes qui interviennent dans le milieu de l'éducation et du développement du numérique. C'est l'occasion pour eux de faire des présentations sur ce qu'ils font, ce qui est généralement fort intéressant, d'avoir des échanges entre collègues, etc. Et puis j'avais également participé à la même occasion à l'ICDE où certaines présentations étaient faites un petit peu sur ce sujet. Donc ça permet dans tout ça de revoir un petit peu comment s'est mis en place le développement du numérique dans l'éducation en Ontario. Donc en 98, on a une refonte des programmes au secondaire avec la création notamment du côté francophone de 12 conseils scolaires et puis le développement des réseaux Internet. Le fait que les programmes du secondaire soient revus amène une pression en fait en Ontario puisque tout d'un coup il faut beaucoup de nouveaux cours et l'idée est commence à être de se dire oui on ne peut pas demander à chaque école d'avoir tout d'un coup tous ces nouveaux cours, peut-être qu'en faisant de la formation en ligne qui soit partagée on va réussir à assurer les programmes. Donc au début des années 2000, on a des cours en ligne qui commencent à être créés et à être proposés. On en a du côté anglophone avec la création d'un conseil scolaire en ligne. Et puis du côté francophone avec le SAMFO qui vise le téléapprentissage qui est coordonné pour les 12 conseils scolaires. Et puis une production de cours qui est assurée par le CFORT, ce qui est encore le cas actuellement, je vais plus développer ça par la suite. Ceci étant, donc des cours en ligne commencent à être développés, mais leur niveau de sophistication est encore assez basique et parfois on se rend compte qu'il y a des cours, surtout peut-être plus du côté anglophone, qui sont produits on produit des cours sur des sujets similaires dans un conseil scolaire et dans un autre. Donc il y a une redondance pour certaines offres, alors que d'autres cours ne sont pas créés. Les plateformes sont différentes d'un endroit à l'autre. Enfin bref, c'est toute une variété. Il y a un certain manque de coordination. Et puis en 2006, c'est ça, en fait tout ça ressort de l'enquête qui est mise en place en 2006 par le ministère et qui mène une enquête et puis qui se rend compte donc de cette disparité de l'offre, de la redondance de certains cours, du manque d'autres cours, de la variété des plateformes, des besoins qui sont remontés. On l'a vu, on aurait besoin d'espaces de partage, on aurait besoin d'un système de gestion de l'apprentissage, etc. Et donc en 2007, le ministère se décide petit à petit à mettre quelque chose de plus structuré pour l'ensemble de la province. Donc au niveau du ministère sont créées deux équipes, une du côté anglophone appelée e-Learning Ontario, et une du côté francophone qui s'occupe donc du déploiement de la stratégie d'apprentissage électronique de l'Ontario. On adhère également à un système de gestion de l'apprentissage. Donc là, il y a des appels d'offres qui sont mis en œuvre.
Et puis finalement, c'est Brightspace de Desire to Learn qui est retenu et qui permet d'inclure donc un environnement d'apprentissage virtuel, une banque de ressources électroniques de l'Ontario et puis une communauté d'apprentissage de l'Ontario. Au niveau du ministère, on décide également donc de rémunérer un responsable du déploiement dans chaque conseil scolaire afin que ces outils soient mis en œuvre et installés dans les différents conseils scolaires. Et puis les technologies diverses et variées sont également achetées par les conseils scolaires, les écoles. Ça, ce n'est pas un équipement direct du ministère, même si le financement en provient à la base. Et donc, selon les conseils scolaires ou les écoles, on va acheter plutôt des Chromebooks, des Winbooks, des iPads. Ça dépend un petit peu des choix qui sont faits. Les dispositifs actuels ressemblent à ça. Là, je ne vais pas trop les détailler parce que je vais revenir dessus par la suite. Mais disons que c'est juste là l'idée de montrer qu'on a des choses assez différentes en termes de dispositifs du côté anglophone et du côté francophone. Donc, au niveau anglophone, on a Kilo, donc, qui est une sous-unité quelque part du ministère qui s'occupe spécifiquement du déploiement de l'enseignement e-learning et puis de tout ce qui est apprentissage avec des outils électroniques en Ontario. Cette unité-là va concevoir, comme je vais le montrer par la suite, le développement de la formation en ligne, qui est quant à elle gérée par 3 consortiums que vous avez à gauche, dont je vais vous parler tout à l'heure, et les 60 conseils scolaires anglophones se répartissent comme ils le souhaitent entre ces 3 consortiums, ou bien 5 d'entre eux ont choisi de ne faire partie d'aucun consortium. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Ceci étant, on voit une certaine configuration qui est différente de la configuration qu'on a au niveau francophone, où le ministère mandate d'un côté le CFORP pour produire des cours, le CFORP qui a lui-même une équipe appelée tactique qui va s'occuper de l'accompagnement des enseignants, des directeurs d'école dans les conseils scolaires. Et puis le cas d'Elfo qui finalement est à la fois en interaction, c'est ça, avec le ministère et les conseils scolaires, dans la mesure où il favorise la gestion de la formation en ligne. Donc, il va faire remonter les besoins au CFORP, en disant mais on a besoin de tel et tel cours en ligne. Il va permettre la gestion des inscriptions, la diffusion des cours, et donc on va développer un petit peu ça par la suite, mais il y a donc un seul consortium du côté francophone pour les 12 conseils scolaires, contrairement aux 3 ou éventuellement pas du tout qu'on a du côté anglophone. Donc je vais détailler tout ça par la suite, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a vraiment des configurations très distinctes du côté anglophone et du côté francophone. Donc évidemment, ces distinctions se retrouvent dans la façon de produire les cours en ligne, de les gérer, etc. Donc du côté anglophone, on a Kilo, et du côté francophone, le CFORP, qui sont là pour produire les cours en ligne. Les cours en ligne s'adressent uniquement aux élèves de la 9e à la 12e année, donc en général, ils ont entre 14 et 17 ans. Ils produisent des cours, tous les cours généraux, c'est-à-dire que les cours qui sont spécifiques aux conseils scolaires catholiques doivent être produits par les conseils scolaires catholiques eux-mêmes. Les principaux acteurs de la production des cours, eh bien, ce sont des enseignants. En fait, on recrute des experts de la discipline et puis on les forme. Alors, les durées de formation, pareil, varient selon qu'il s'agit de TELO ou du CFORP. En même temps, il y a toujours un accompagnement qui se fait tout au cours du processus, donc c'est un petit peu vraiment difficile de comparer vraiment en tant que tel des durées. Mais l'idée, donc, c'est d'embaucher des enseignants de façon différente, finalement, puisque du côté anglophone, on va embaucher les enseignants en leur demandant de faire ça en dehors de leur temps de travail. Donc, ils vont avoir une rémunération supplémentaire pour produire le contenu d'un cours, par exemple, pendant leur congé. Alors que du côté francophone, ça va être sous forme de prêt de service. Donc, pendant, admettons,
un semestre. Au lieu d'être dans leur école, ils vont travailler à la création du contenu. Donc, ce sont des enseignants à chaque fois qui créent, qui révisent les contenus. Il y a des concepteurs pédagogiques qui vont accompagner pour les choix technopédagogiques liés à ça, et puis une équipe multimédia pour mettre en ligne le contenu. Le temps de production d'un cours varie. Actuellement, il est de 14 mois à Tello et de 5 à 6 mois au CFORP. Alors, les temps de production ont changé, évolué dans le temps, ça dépend des processus qui sont mis en œuvre. Les coûts de production également, on voit, sont très différents d'un endroit à l'autre, mais également ont évolué. Là, c'est ce qui m'a été dit en 2017, tout en me montrant bien que finalement, quand on a créé les premiers cours en ligne, on avait des durées et puis des coûts qui étaient assez distincts. Et puis, on observe surtout ce qui est très intéressant dans ces cours en ligne, qu'il y a un changement de modèle pédagogique, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, au moment de la création des premiers cours en ligne, il y avait beaucoup de contenu, l'idée étant de satisfaire les exigences du curriculum de façon assez linéaire, avec des processus assez habituels, où tu vas lire tout le contenu et puis tu vas arriver à un examen, etc. Finalement, au milieu des années 2010, l'idée a été de changer un petit peu tout ça, de rendre les cours plus synthétiques, éventuellement de proposer la balado-diffusion, de proposer différentes choses, et surtout, les buts ont changé. On voit notamment qu'à partir de 2014, en Ontario, on parle beaucoup des compétences du 21e siècle, donc communication, collaboration, développer l'esprit critique, etc. Et tout ça, on cherche à le mettre en œuvre. Donc ça amène à repenser vraiment les cours différemment, et plutôt que d'avoir des cours très linéaires et qui auraient finalement sans doute pu être des manuels où on arrive avec des exercices, etc. On arrive à des produits très différents où il s'agit de développer le questionnement de l'élève, de lui faire emprunter une démarche de recherche pour développer son esprit critique, ses capacités de collaboration. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est des cours qui soient modifiables, adaptables en classe, c'est-à-dire que les cours en ligne ne sont plus à viser seulement, ne visent plus seulement le développement de la formation à distance, mais également le développement d'une certaine forme d'hybridation, en disant, bien, vous êtes enseignant en classe, vous pouvez vous servir de toute ou partie des cours en ligne. N'hésitez pas à reprendre le module qui vous intéresse, l'activité qui vous intéresse. Peut-être que telle partie de cours peut être conseillée à vos élèves avant la réalisation d'une activité en classe et autres. Donc, il y a un réel changement pédagogique qui est très intéressant. En ce qui concerne les cours du côté anglophone, ils conçoivent désormais les cours en 3 étapes, d'après ce qu'on m'a expliqué. Donc, dans la première étape, il s'agit de s'interroger sur ses connaissances. On amène donc les élèves à faire le point sur ce qu'ils connaissent déjà, éventuellement sur leur représentation. Dans un deuxième temps, on les amène à agir pour qu'ils mobilisent leurs connaissances antérieures et qu'ils en créent de nouvelles. Et puis, dans un troisième temps, on les amène à faire un retour sur leur apprentissage et puis d'atteindre comme ça les objectifs, de voir si ils sont conscients de la façon dont ils ont cheminé, dont ils les ont atteints. Donc, un aspect un petit peu métacognitif qu'on développe pas si fréquemment que ça au niveau du secondaire et qui est assez intéressant. Les cours sont évalués par les élèves et par les enseignants et ils sont réactualisés par les auteurs tous les 2 ans, refaits tous les 5 ans pour qu'ils restent vraiment à jour. Du côté francophone, donc le CFORP, Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, a produit jusqu'à présent 98 cours, dont 23 sont des cours dits modulaires, c'est-à-dire faits un peu selon cette nouvelle logique de compétences. Il y a également 4 cours de 7e et 8e année, mais qui ne sont pas forcément prévus pour l'enseignement intégralement en ligne, puisqu'il n'y a pas de programme intégralement en ligne en 7e et 8e année. Donc au CFORP, on parle de cours modulaires ou en cascade, qui procèdent de la façon suivante, c'est-à-dire que l'évaluation est donnée au début et l'élève choisit son parcours. L'idée, pareil, de le faire réfléchir, de développer son esprit critique.
et puis toujours de poser des questions non googlables en tant que telles. On ne s'intéresse pas à ce que l'élève apprenne un contenu par cœur et puis le restitue, mais bel et bien qu'il ait une démarche d'investigation pour développer ses connaissances et ses compétences. Donc on lui propose plusieurs cheminements. Là on le voit avec cette copie d'écran, il peut choisir mission 1, mission 2, mission 3, mission 4, et puis il a des questions, il va être amené à rechercher pour développer ses réponses. C'est fort stimulant pour les élèves, mais également déstabilisant dans un premier temps, puisque les élèves comme les enseignants sont habitués à un certain processus avec un contenu à apprendre, un contrôle de connaissances, etc. Là, la démarche est complètement inversée. On commence par leur donner l'évaluation, puis après on les laisse cheminer pour arriver à ça. Et on m'a expliqué qu'un accompagnement avait été nécessaire, tant pour les enseignants que pour les élèves, qui désormais apprécient beaucoup cette façon de faire, mais qui, dans un premier temps, était un peu perdu face à un tel changement pédagogique. Il y a également des ressources pédagogiques en ligne qui sont proposées. Donc, la Banque de ressources électroniques de l'Ontario existe depuis 2007 et propose plus de 9000 ressources, donc des objets interactifs, des activités pour le TDI, des exercices, des cours, des jeux questionnaires, etc. Tout ça peut être téléchargé. Mais il y a un certain nombre de fréquentation d'après ce qu'on m'a dit, et puis on me parlait éventuellement de baisse de l'intérêt, puisque les nouveaux cours, comme on l'a vu, qui sont modulaires, offrent également cette possibilité de reprendre des activités, mais tout en étant dans un contexte plus large qui les rend souvent plus attractifs que les ressources de la banque qui sont plus ponctuelles et demandent peut-être plus de réflexion à l'enseignant pour savoir comment l'intégrer dans le cheminement d'un cours. Donc, juste pour revenir sur l'offre de cours en ligne, puisqu'on a vu un petit peu, on a des cours en ligne qui sont produits côté anglophone et côté francophone. Après, comment on en arrive entre le contenu des cours qui existent et puis le fait que des élèves étudient en ligne. Donc, du côté anglophone, on a le ministère avec TELO qui offre au conseil scolaire une application de gestion collaborative des cours pour leur permettre d'identifier les demandes et de verser des allocations compensatoires en fonction des inscriptions. Ceci étant, c'est un système qui n'est pas forcément toujours très utilisé. Il est jugé souvent pas très commode et il n'y a pas vraiment de gestion globale de l'ensemble des besoins et des ressources pour l'ensemble des 60 conseils scolaires, si bien qu'on a plutôt la création de consortiums. Donc, les consortiums, on les a à gauche, ce sont le Ontario e-Learning Consortium, Ontario Catholic e-Learning Consortium et Northern e-Learning Consortium, qui ont été créés à des dates différentes, donc 2001-2010 pour les deux autres, et puis qui regroupent un certain nombre de conseils scolaires. Comme on le voit, certains conseils scolaires sont dans deux consortiums, ce qui n'est pas forcément gênant. Et donc ce sont plutôt ces consortiums-là qui vont gérer en fait la façon de répartir les places dans les différents cours, qui est assez intéressant. Et les écoles, elles, donc vont déclarer qu'elles offrent par exemple tel et tel cours en ligne. Et donc le consortium va dire, bon ben voilà, telle école a telle place pour tel cours, etc. Et puis va gérer en fonction des demandes des différentes écoles. Il y a un système un petit peu complexe, mais fort intéressant, qui permet finalement d'optimiser, si on peut dire, les places disponibles en formation à distance pour les élèves du secondaire. Ceci étant, il y a 5 conseils scolaires qui sont les plus gros, on peut dire, qui ont trouvé peu d'intérêt à faire partie d'un consortium en disant on a déjà tellement d'écoles dans notre conseil scolaire qu'on peut, à l'intérieur du même conseil scolaire, gérer tout ça. On va avoir suffisamment de cours à proposer en formation en ligne
pour pouvoir satisfaire nos demandes. Ça va être plus simple comme ça. Donc, chaque conseil scolaire, c'est ça, décide un petit peu de sa façon de faire. Et on a des directions, il y a des tests qui sont choisis pour aider les enseignants, les accompagner. Et ce sont eux qui également vont déterminer quel enseignant va faire de la formation en ligne. Du côté donc anglophone, on a en général des enseignants qui vont enseigner 2 à 3 cours sur les 6 qu'ils doivent enseigner dans l'année. Et ce sont les élèves qui choisissent de faire des cours en ligne, c'est-à-dire que personne ne les oblige. L'idée à la base vraiment de cette formation en ligne pour les élèves, c'est de dire que peu importe où ils sont répartis dans le territoire, ils doivent pouvoir avoir accès aux mêmes cours. Donc un élève qui n'a pas tel enseignement dans son établissement va pouvoir choisir de le faire en ligne puisqu'il est proposé dans un autre établissement. Pour autant, les élèves ne vont pas choisir de faire tout un cursus en ligne, c'est généralement plus une idée de dépannage, de pouvoir faire un cours qui ne serait pas possible autrement, soit parce qu'il n'est pas proposé dans l'établissement, soit parce qu'il est proposé à des horaires, aux horaires d'un autre cours en fait, qui rend ça conflictuel, ou bien dans des cas spécifiques évidemment, de maladie, de handicap, de sport-études, où alors les élèves vont avoir beaucoup plus de cours en ligne que les autres, mais souvent il va s'agir plus de permettre une satisfaction des besoins de l'élève sans pour autant avoir tout le programme à suivre en ligne. Et les enseignants, c'est ça, enseignent 2 à 3 cours en ligne sur les 6 qu'ils ont annuellement, c'est-à-dire qu'ils font donc une partie de leur service sur de la formation en ligne et l'autre partie reste de la formation en salle de classe. Du côté francophone, le système est plutôt différent, puisque on a le ministère qui n'a pas de sous-unité pour la création des cours. Il demande au CFORT de réaliser ces cours. Évidemment, il mandate également le CAVELFO, donc qui est le consortium pour l'apprentissage virtuel de langue francophone de l'Ontario, de coordonner l'ensemble des programmes en donnant des subventions et en rémunérant notamment les frais de fonctionnement du CAVELFO et le salaire de 12 enseignants qui sont dédiés spécifiquement à l'enseignement en ligne, c'est-à-dire qu'ils ne font plus du tout d'enseignement en salle de classe. Le CAVELFO regroupe ainsi 36 personnes à temps plein. La direction est chargée d'établir les besoins, de recruter des enseignants, les former, leur assigner des cours. Il y a une équipe de la réussite, un conseiller en orientation, et puis des enseignants. Donc au total, en fait, il y a 24 enseignants parce que 12 sont rémunérés par le ministère et 12 autres par les conseils scolaires, chacun en rémunérant un. Donc il y a 24 enseignants qui ont chacun entre 50 et 80 élèves à suivre donc, en ligne par semestre. Les conseils scolaires, eux, donc rémunèrent chacun un enseignant. Et puis également, ils inscrivent les élèves au consortium, donc ils vont inscrire que un tel a besoin de suivre tel cours à distance. Ils vont mettre les cours à l'emploi du temps et fournir des salles et un encadrement. Ça, c'est assez important du côté francophone, également du côté anglophone, mais dans une moindre mesure, du côté francophone, ça a l'air plus systématique. C'est-à-dire qu'il avait été remarqué que les élèves avaient un peu du mal à suivre les cours en ligne, à distance, seuls chez eux ou quoi. Donc, l'idée était de mettre en place dans les écoles des salles qui sont dédiées à ça, où un enseignant va être là, non pas à titre tellement d'enseignant finalement, que d'aide, de soutien ou d'accompagnement à l'ensemble des élèves qui suivent des cours en ligne. Donc les élèves, à un moment donné, vont aller dans cette salle pour suivre leurs cours en ligne, qui peuvent être divers et variés, on va suivre un cours de maths ou un cours de français, mais ils vont avoir, en plus de leur enseignant en ligne dans la discipline, un enseignant qui est là, qui va pouvoir bien noter aussi qu'ils sont bel et bien présents, mais leur donner un coup de main s'il y a un problème de connexion ou autre. Et cela crée également un cadre, c'est inscrit dans leur emploi du temps, qu'à tel moment ils ont tel cours en ligne, pour favoriser un petit peu aussi la discipline et le bon suivi de ces cours.
Et apparemment, grâce à ce système-là, les taux de réussite ont grandement amélioré, grandement augmenté. Donc, on voit un petit peu qu'on a des cours qui sont créés, des cours qui sont proposés, distribués. Évidemment, on a besoin de formation puis d'accompagnement pour tout ça. Donc, du côté anglophone, dans chaque conseil scolaire, il y a un ou deux acteurs clés qui accompagnent les directions et les enseignants en classe et à distance. Donc, j'avais mentionné tout à l'heure les TELT, qui veut dire Technology Enabled Learning and Teaching Contact, qui sont là pour faire de l'accompagnement pour le déploiement de la pédagogie redéfinie par les technologies en classe comme à distance. Donc, on l'a vu là, du côté anglophone, les enseignants vont enseigner en partie en classe, en partie à distance. Donc, finalement, les TELT qui font partie de l'équipe de Stylo sont là pour l'ensemble. Et les enseignants sont embauchés par les conseils scolaires. Ils sont rémunérés par le ministère et formés par Stylo. Donc, ce sont des enseignants vraiment qui vont être très intéressés par cet apprentissage enrichi par les technologies, puisqu'ils vont se manifester au moment où il y a des postes à pourvoir pour devenir TELT. Et dans ce cadre-là, ils sont formés, accompagnés tout au long par le ministère pour pouvoir eux-mêmes accompagner les enseignants, les directeurs d'école, etc. dans ces démarches. Il existe également des District e-learning contacts qui ont un rôle plus technique. Alors, ceux-ci ne sont pas présents forcément dans tous les conseils scolaires. Souvent, il y en a, mais parfois, il n'y en a pas. Là, ça arrive. Ils ont un rôle plus technique qui vise à mettre en place l'environnement d'apprentissage virtuel, à le maintenir, à favoriser son développement. Et donc, ce sont plus des personnes des services informatiques, parfois des enseignants, qui sont recrutés et rémunérés par le conseil scolaire, également formés par Stylo. Donc, on comprend bien que là où les conseils scolaires sont plus petits, on risque de ne pas avoir de DELT, puisque le conseil scolaire ne va pas forcément avoir les moyens de rémunérer une personne pour ça. Dans quel cas, c'est le TELT qui va devoir assurer les deux rôles. Les TELT et les DELT participent à des webinaires et ils sont parfois réunis également en présence. Et comme j'ai pu vous en parler, par exemple, des événements comme Bolt, il y avait des TELT, il y avait des DELT, ils assuraient des formations, ils en prenaient également, ils enrichissaient le partage. Ils participent également à des colloques sur la thématique. Et puis, il existe une communauté en ligne qui leur permet d'échanger entre eux en tout temps. Il y a également donc les enseignants en ligne qui peuvent contribuer quelque part au développement de nouvelles pratiques, puisqu'on a dit qu'ils restaient dans leur établissement et qu'ils enseignaient une partie du temps en classe. Donc quelque part, ce sont aussi des relais un petit peu locaux des TELT, puisqu'ils vont pouvoir montrer par exemple comment accéder à un cours en ligne, comment l'utiliser dans un autre contexte. Ils enseignent ce cours, etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'au-delà de ce qui est prévu, finalement, il y a une sorte de formation informelle qui va se faire assez naturellement entre collègues d'un même établissement et également une diffusion des pratiques, puisque l'enseignant qui enseigne une partie du temps en ligne va avoir tendance à utiliser après certaines ressources ou certaines nouvelles pratiques qu'il a développées en ligne et dans son enseignement en classe. Du côté francophone, les enseignants en ligne sont formés aux environnements et aux outils. Puis après, ils ont des rencontres virtuelles toutes les 2 semaines. Il existe également une communauté qui leur permet d'échanger. Et puis, une forme de pairage, si je me souviens bien, entre ceux qui sont plus anciens puis ceux qui viennent d'arriver pour pouvoir se soutenir un petit peu dans le développement de nouvelles pratiques de formation en ligne, puisque eux sont intégralement enseignants en ligne et n'ont plus du tout de cours en salle de classe. Pour autant, il reste quand même, je ne l'avais pas précisé, mais ça peut être important de savoir, même s'ils sont intégralement en ligne ou ils ne sont pas chez eux, ils restent dans leur établissement d'origine et travaillent aux mêmes horaires que leur établissement d'origine. Dans les écoles, donc là, sans parler de formation en ligne, au niveau des écoles, il y a des conseillers pédagogiques et puis des personnes dites responsables de l'environnement d'apprentissage virtuel, donc on les appelle des TREAV. Il y en a un par conseil scolaire, c'est un peu comme les DELC du côté anglophone. Eux, ils font le lien donc, entre le ministère
et le CFORT, les écoles, etc., ils aident au déploiement de l'EAV. Il y a donc une communauté virtuelle qui est en place pour leur permettre de continuer à échanger et à se former. C'est une communauté donc pour les 12 préas qui est nourrie par les ressources du CFORT les préas sont également soutenus par l'équipe tactique, puisqu'on avait vu tout à l'heure dans le schéma qu'il y a une équipe au niveau du CFORT. L'équipe tactique est vraiment là pour soutenir les préas et favoriser donc l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble des conseils scolaires et au niveau des conseillers pédagogiques notamment. L'équipe tactique, elle regroupe plus précisément 24 personnes, donc elle fait partie du système, du service de formation professionnelle du CFORT. Elle est financée par le ministère. Il y a 3 groupes régionaux. Ça a moins d'importance. Et bon, l'idée est qu'il y a à l'intérieur de cette équipe tactique 2 types de personnes. Certaines qui sont appelées leaders pédagogiques et d'autres conseillers pédagogiques. Les leaders pédagogiques sont en général d'anciens directeurs d'école ou directrices d'école qui vont former d'autres directions. Les conseillers pédagogiques, eux, vont davantage former les enseignants. Et ils participent évidemment tous à des formations, à des colloques, avec des activités sur les réseaux sociaux numériques, etc. Donc on voit qu'il y a un soutien là aussi assez important, mais plus d'uniformité du côté francophone qu'anglophone, ce qui s'explique notamment par le fait que d'un côté on a 12 conseils scolaires, côté anglophone on en a 60, c'est sûr que l'uniformisation est plus difficile. De tout cela, le système est un peu complexe, mais j'ai vu quelques bonnes idées qui peuvent toujours être intéressantes à retenir pour tout à chacun. C'est-à-dire que dans ce qui est ressorti, par exemple, il y avait l'idée de faire un accompagnement en temps court et régulier plutôt que des temps longs et occasionnels. On nous disait, bien, quand on voulait faire des formations quelque part choc sur une semaine, on forme les enseignants à telle utilisation, etc., à telle pratique. Assez vite, retourner en classe, ils vont l'oublier, ils ne vont pas s'en servir, alors que finalement, si on va les voir 2 heures par semaine, mais chaque semaine, on est là pour les accompagner en alternant par exemple les moments en classe et les moments hors classe. C'est-à-dire en classe, on va être là, on va les observer, on va pouvoir les conseiller, et puis après, hors de la classe, on va pouvoir discuter, voir ce qu'on peut encore améliorer. C'est de cette manière dont vont se mettre davantage en place de nouvelles pratiques. Donc ça, je pense que ça fait partie des choses à retenir qui peuvent être assez intéressantes pour n'importe quel conseil scolaire, commission scolaire, école, etc. L'idée également est de travailler sur des projets avec des enseignants. On l'oublie souvent on se dit, bien, on va former des enseignants à, je sais pas, moi, PowerPoint, il y a une mode comme ça à un moment donné, ou au TDI, etc. C'est bien là, mais sauf qu'ils ne vont pas forcément toujours voir le lien direct avec leur pratique pédagogique, voir comment ça peut permettre de développer de nouvelles pratiques technopédagogiques. Et donc, l'idée, c'est souvent de travailler davantage sur les visées pédagogiques, et ce notamment dans le cadre de projets, c'est-à-dire voir avec l'enseignant quels sont vos projets, et puis dans ce cadre-là, quelles technologies on peut utiliser, de quelle manière, etc. Donc, c'est 2 autres dimensions qui sont très intéressantes. Évidemment, quoi qu'on fasse, tous les enseignants n'évoluent pas à la même vitesse, mais force est de constater qu'il y a une contamination positive, c'est-à-dire que les enseignants qui vont commencer à développer de nouvelles pratiques pédagogiques vont forcément, d'une façon ou d'une autre, influencer leurs collègues, soit parce qu'ils vont en parler avec leurs collègues, que les collègues vont les voir, ou parfois aussi, ce sont les élèves qui vont dire à d'autres enseignants, oui, mais un tel dans sa classe utilise ça, puis ça c'est plus pratique, ou telle façon de faire nous plaît mieux, et ça incite également un petit peu au changement. Donc, pour revenir à notre question initiale, est-ce que la formation à distance favorise quelque part une évolution, un changement de culture? Oui, quelque peu. D'une part, on le voit au niveau de la conception des cours, puisque les enseignants qui participent à la création des cours en ligne sont amenés à vraiment changer leur mode de fonctionnement.
Là, on le voit avec un témoignage de quelqu'un du CFORC qui nous disait qu'ils sont littéralement bousculés dans leur vision des choses, dans les nouvelles notions d'apprentissage, dans le rôle de l'élève, dans le design pédagogique. Pour certains, c'est presque un choc, mais ils en sortent tous grandis, meilleurs, et même quand ils nous quittent, quand ils reviennent sur le terrain, ils ne vont plus du tout voir leur quotidien de la même manière qu'avant. Donc faire participer les enseignants à la conception de cours dans un modèle très différent avec l'encadrement et la formation qu'il aurait offert au sein de la création des unités de création de cours en ligne permet effectivement un changement de culture qui peut aller donc au-delà de la création du cours en ligne, les amène à repenser toute la façon d'enseigner et d'apprendre. Et de même au niveau de la pratique d'enseignement, puisque les concepteurs, les enseignants qui conçoivent les cours ne sont pas forcément ceux qui les enseignent, ce sont d'autres enseignants, mais de la même manière, les enseignants qui se retrouvent à enseigner des cours en ligne vont forcément également changer leur pratique, leur vision de l'enseignement. Là, on a un témoignage d'un enseignant qui nous dit « Moi, je trouve que je suis plus un coach qu'un enseignant. Dans ce sens, il faut que j'accompagne l'élève, je fais quelques modifications, je personnalise l'environnement d'apprentissage, j'ajoute mes couleurs, je modifie certaines tâches d'évaluation pour les rendre plus intéressantes. Mais après, c'est l'élève qui chemine. Et moi, je suis là pour répondre à ces questions, faire la correction, le guider, le sécuriser. C'est surtout l'élève qui va arriver avec des questions et c'est là que je vais jouer mon rôle. La plus grosse adaptation, c'est l'ouverture d'esprit. Il ne faut pas avoir peur de la nouveauté, du changement, parce qu'on fonctionne toujours sur des projets pilotes qui deviennent permanents, on est toujours en ébullition. Donc on voit que là aussi, du côté de l'enseignement en ligne, se développent de nouveaux réflexes, de nouvelles pratiques. On en parle souvent là, de l'enseignant qui devient plus accompagnateur. Et évidemment, si à un moment donné, ces enseignants retournent en salle de classe, on se doute bien qu'ils vont avoir quelque peu également changé leur pratique. Donc, pour refaire le point plus globalement sur les cours en ligne et en classe, on voit qu'il y a une demande qui est très très forte au niveau de l'enseignement en ligne. On pourrait penser que les élèves peut-être seraient réticents, mais non. Ils sont très friands des cours en ligne. Il y a de réels besoins, notamment du fait de la disparité de l'offre de cours en Ontario. Donc, au bout du compte, on a une demande, tant du côté anglophone que francophone, qui est supérieure à l'offre de cours en ligne. Donc, il faut juste pouvoir continuer à se développer. Il n'y a malheureusement pas, en tout cas à ma connaissance, j'ai demandé à droite à gauche, mais il ne semble pas y avoir de comparaison sur les résultats en présence et à distance. On ne dit pas qu'ils réussiraient mieux puisque ce sont les mêmes cours prévus au programme. Et on voit par contre qu'il y a une importance de la présence dans la distance, en ce sens où, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand il y avait des cours en ligne offerts vraiment à distance, le taux d'abandon était plus élevé, le taux de réussite était plus faible que maintenant que ces cours sont offerts certes en ligne, mais bel et bien en présence dans l'établissement avec un certain encadrement malgré tout. On voit que les cours en ligne sont donc l'occasion d'un changement de pratique et de rythme pour l'enseignant et l'élève, puisqu'on a des cours qui sont assez différents de l'enseignement traditionnel désormais. Ça favorise le développement de l'autonomie, malgré tout, même s'il reste encadré en classe, c'est quand même l'élève qui va devoir apprendre à cheminer, à créer son parcours de réflexion, à accumuler les éléments qui vont lui permettre d'arriver à remplir ce qui est demandé pour son évaluation. Et puis, ça amène donc un changement de pédagogie, de façon de voir l'apprentissage, l'enseignement qui est assez intéressante. On voit aussi qu'on a des cours modulaires qui sont conçus pour hybrider les cours en classe. Donc, je vous en parlais. L'idée, c'est qu'il y a une copie maîtresse de chaque cours qui est intégrée aux différents environnements d'apprentissage virtuel. Et donc, c'est par cet intermédiaire-là que les enseignants peuvent y avoir accès. Ils vont demander, par exemple, à leur préa, une personne responsable de l'environnement d'apprentissage virtuel, de leur mettre sur leur propre espace d'enseignant tel cours, et puis vont pouvoir le changer, prendre les morceaux qui les intéressent, le modifier, etc. Donc, vraiment, s'approprier des ressources. Donc, il y a un partage de ressources qui est assez original, qu'on ne retrouve pas tout le temps, malheureusement, en termes de formation à distance. On a souvent tendance à refaire des choses qui sont déjà faites ailleurs, alors que cette façon de faire permet vraiment d'optimiser ce qui est créé.
On voit également qu'il y a malgré tout encore une certaine méconnaissance, que ce soit du système de gestion de l'apprentissage, de la Banque de ressources éducatives de l'Ontario, les applications Google ou Microsoft qui sont disponibles et autres. Certains enseignants ne sont pas forcément encore toujours au fait de tout ce qu'ils ont à leur disposition, mais petit à petit, ça arrive simplement. Il ne faut pas être impatient. C'est ce qu'on remarque en éducation, c'est que les choses évoluent, mais parfois plus lentement que ce qu'on espérait. Et enfin, on peut aussi voir qu'il y a une plus grande diversification des pratiques et des intégrations du numérique au niveau de l'élémentaire, de façon, si on peut dire, étonnante que secondaire. Alors, pourquoi je disais étonnante, c'est parce que finalement les cours en ligne se font au secondaire, mais le fait est que dans l'élémentaire, un enseignant a une classe tout le temps et donc peut varier un petit peu les pratiques, travailler par projet sur différentes disciplines, ce qui reste apparemment favorable à l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les pratiques éducatives. Pour élargir un petit peu l'horizon, on parle certes de technologie numérique, mais dans ce que j'ai pu voir, par exemple dans l'école où j'ai pu assister à 2 cours, on a avant tout une mise en place de pédagogie active, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur une idée de je veux intégrer les technologies de l'information et de la communication. Ça a peut-être été vrai au début des années 2000, même encore en 2007, mais maintenant qu'on est plus dans une approche par compétence, on veut avant tout développer des pédagogies actives. J'ai vu qu'il y avait par exemple des activités de création de marionnettes, du théâtre, de la cuisine, également une complémentarité des activités au niveau de la bibliothèque, au niveau de la création de clubs de lecture qui vont échanger en visioconférence avec une autre école, des laboratoires, etc. Donc on n'est pas dans il faut faire du tout numérique, mais vraiment il faut chercher à développer les compétences de l'élève et pour ça beaucoup de choses sont bonnes, il ne faut pas s'arrêter au numérique, c'est assez intéressant de voir les choses sous cet angle-là, me semble-t-il. On est vraiment dans l'évaluation de projets et d'activités où petit à petit on demande aux élèves d'apporter les preuves de leurs compétences, vraiment plutôt que de restituer les connaissances. Donc pareil, là ça amène vraiment un changement de posture des élèves, non seulement dans la formation en ligne, mais également en classe. Et dans tout ça, ce qui est toujours intéressant d'observer, c'est l'importance de la représentation de l'éducation qu'a l'élève. C'est-à-dire que, comme je vous le disais auparavant, souvent on voit les enseignants qui ont peur de changer, de prendre des risques, mais on oublie aussi que les élèves ont leurs habitudes, qu'ils ont été formés, même si ce n'est que quelques années parce qu'ils sont encore jeunes, à un certain mode d'enseignement et d'apprentissage et d'évaluation, et que leur change la donne en leur disant, bien là, vous allez réfléchir, et puis vous allez travailler, puis vous allez quelque part engendrer des connaissances par vous-même. C'est eux qui sont vraiment parfois déstabilisés. Ils attendent à ce qu'on leur fasse cours, à ce qu'ils restituent, à ce qu'ils aient une bonne note. Il y a vraiment tous ces schémas qui sont ancrés. Et on voyait là des élèves qui étaient un petit peu déstabilisés quand l'enseignant leur disait, bien bah là, voilà le problème, et puis vous allez avancer, puis vous allez faire des recherches, vous allez collaborer, etc. Et là, c'est oui, mais là, j'ai l'impression qu'il ne nous a pas fait cours, qu'est-ce qu'on apprend. C'est toujours intéressant de voir qu'il faut aussi aider les élèves à évoluer dans leur représentation dès lors qu'on veut changer le cheminement, parce qu'ils ont aussi leur façon d'être, leur façon d'apprendre qui sont déjà quand même bien ancrées. Donc voilà par exemple un petit peu des espaces de travail que j'ai pu voir dans les classes où j'ai été, qui me semblaient très intéressantes, avec des dispositifs modulaires, des tables qui se lèvent, qui se bougent, qui permettent d'avoir des îlots, de travailler vraiment de façon différente, en groupe, etc., de se rassembler, de s'organiser différemment dans les salles de classe. Tout l'aménagement de l'espace a tendance à aller avec cette évolution des pratiques. Pour autant, comme je vous le disais dans tout ça, on voit des choses qui
peuvent sembler pertinentes, intéressantes, etc. Mais je n'ai vu aucune évaluation, que ce soit en termes de motivation, en termes d'engagement ou de résultats selon les activités. Je pense qu'il y aura encore un pas à faire en ce sens pour voir finalement bien est-ce qu'on a des plus qui ressortent réellement à un certain niveau au-delà de l'intérêt qu'on peut y trouver à faire des choses de façon un petit peu novatrice. Et puis, pour conclure tout doucement, puisqu'il est 13 heures, je vous propose quelques pistes de réflexion et d'action liées à ça. En termes de fondamentaux, bien souvent on oublie qu'il faut disposer d'une vision claire et solide. Ce que j'ai pu voir en Ontario, ce qui était fort intéressant, c'est le développement vraiment d'une vision, et l'idée est souvent d'essayer de recenser ce qui existe, de voir les points forts, les limites. Il faut essayer de déterminer les besoins, de définir une vision de la conception des programmes qui va jusqu'à leur évaluation, ne pas en rester à un bout du cheminement. Essayer toujours d'impliquer les acteurs de l'éducation, puis procéder par étapes. Trop souvent, on a tendance à vouloir imposer le changement, c'est pas ce qui fonctionne dans nos milieux. Il faut mieux créer des groupes de travail avec les acteurs pour qu'ils soient partie prenante, pour qu'ils se sentent impliqués, pour qu'ils puissent vraiment faire les choses à leur manière, de planifier des étapes qui permettent d'aboutir aux objectifs visés. C'est souvent une façon peut-être plus apparemment plus lente, mais aussi plus sûre d'avancer. D'octroyer évidemment les moyens nécessaires à la concrétisation de la vision avancée. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir réaliser des investissements, que ce soit en termes de réseau, d'équipement, de production de cours, de formation, d'accompagnement. On ne peut pas se dire on veut changer un système éducatif et puis ça va se faire sans investissement. Concernant le développement du numérique, c'est un petit peu des recommandations, des éléments que j'avais avancés au ministère, puisqu'il était intéressé par ça, donc je vous les livre ici. Donc on voyait qu'il y avait toute la question du choix d'un système d'apprentissage, d'un système de gestion de l'apprentissage, ou qu'on appelle aussi LMS, souvent en prenant le terme anglais. Donc il faut essayer de regarder ce qui est le plus pertinent. On sait qu'il y a des plateformes maison, d'autres qui sont payantes, d'autres gratuites, etc. La création des cours et autres ressources pédagogiques en ligne, également s'intéresser donc dans ce cadre-là, qui va créer des cours lorsqu'on veut en développer. L'idéal étant souvent de prendre des acteurs locaux qui vont être impliqués, mais après de quelle manière? Est-ce que c'est mieux de faire comme le font les anglophones en leur rajoutant ça à leur charge de travail, mais avec une rémunération supplémentaire, ou bien comme les francophones en prêt de service? Et puis évidemment, il faut toujours des équipes de spécialistes autour de ça pour la formation en ligne. Il y a également toute la question après de la diffusion des cours en ligne qui demande la mise en place d'un système de diffusion des cours, de gestion des passes et de financement, des enseignants qui soient formés à l'enseignement en ligne ou en tout cas sur une partie de leur service, et puis de permettre un encadrement dans les établissements, même pour les cours en ligne. Ça, on n'y pense pas, mais apparemment ça favorise vraiment le suivi de ces cours par les élèves. La valorisation des cours en ligne est également importante, c'est-à-dire que les cours en ligne, il faut reconnaître qu'ils sont de qualité. Il y a des fois eu quelques doutes là-dessus, mais un cours en ligne est de la même qualité qu'un cours en classe, voire parfois meilleur vu le temps de conception qui est passé. Donc ça reste un choix ici de l'élève. On peut se demander aussi si le fait d'apprendre à apprendre en ligne ne devrait pas être imposé, ne serait-ce que pour un cours, pour offrir aux élèves cette possibilité-là. La formation et l'accompagnement des différents acteurs est également un pilier très important, comme on l'a vu. Il y a beaucoup de ressources pour permettre la formation et l'accompagnement à la fois collectif et individualisé des directions et des enseignants. On peut également penser qu'il convient de développer ça dès la formation initiale, avec des cours de développement des pratiques technopédagogiques ou de la formation en ligne. Ce qui m'a semblé manquer un petit peu dans tout ce que j'ai vu, c'est de faire un suivi en termes de recherche pour favoriser une amélioration continue des dispositifs. D'un côté, effectivement, les acteurs vont pouvoir participer à des congrès, à des communautés de pratique. D'un autre côté, on n'a pas forcément beaucoup de recherche à ce niveau-là pour voir finalement est-ce que certaines activités pédagogiques favorisent davantage la réussite que d'autres, etc.
Et puis, il y a des questions qui ne sont pas forcément beaucoup posées, alors qu'il serait intéressant de les poser. C'est celle qui concerne la protection des données. Là, les différentes écoles sont sur Google, sur Microsoft, sur plein de systèmes. Bon, est-ce que simplement se contenter de faire signer aux parents une feuille de consentement est suffisant? Moi, je ne suis pas sûre. Le fait d'avoir du Wi-Fi généralisé, des enquêtes, certaines demeurent quand même à mettre en avant s'il y a des dangers liés au Wi-Fi. Donc, est-ce mettre du Wi-Fi dans toutes les écoles dès le jeune âge est prudent? Il y a des questions qui demeurent à ce niveau-là, des questions environnementales aussi, puisque dès lors qu'on équipe beaucoup, eh bien, ça va faire beaucoup de matériel à recycler. Comment on peut faire pour ne pas finalement vouloir former des jeunes à un environnement qu'on leur détruit en même temps? Et puis, évidemment, au-delà du numérique, apprendre à se détacher des écrans, j'ai trouvé ça assez inspirant de voir qu'il y avait des activités diversifiées, comme je vous en parlais, de cuisine, de théâtre, de danse, de chant, et puis aussi dans certaines écoles, des activités de bien-être avec quelqu'un qui passe un certain moment pour leur faire faire du yoga, de la méditation, de la sophrologie, en bref, former des individus entiers. Et il y a beaucoup de choses très, très inspirantes au-delà de ce qu'on peut faire avec des technologies numériques. Donc voici quelques références qui correspondent un petit peu à certaines études sur les usages sociaux des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation dont j'ai pu parler au début. Et puis je profite de la fin également pour annoncer à ceux qui ne le savent pas qu'une nouvelle revue a été créée qui s'appelle Médiation et médiatisation, qui vise à faire connaître bien justement les travaux de recherche, mais aussi les pratiques de praticiens, le travail d'étudiants, etc., au niveau donc, de la formation à distance, de l'usage des technologies, de l'information et de la communication, dans la formation, dans l'éducation, dans les pratiques de communication également. Donc, si jamais vous souhaitez à un moment donné contribuer en proposant un article, en coordonnant un numéro, etc., n'hésitez pas à me contacter. Le premier numéro est déjà en ligne et donc vous pouvez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, des précisions, nous sommes tout de suite. Tu m'entends bien, Katia? Oui. Oui, un gros merci à Katia. J'ai mis le lien concernant médiation et médiatisation. Suggestions, des questions, des commentaires pour cette excellente formation, généreux partage d'informations également. Il y a des jeunes de l'Ontario qui sont en ligne avec nous. Si vous avez des suggestions, des questions, des commentaires, même les gens, bien entendu, d'autres provinces, sans aucun problème. Utilisez le clavardage, levez la main via Adobe Connect, ou si vous n'êtes pas gêné, allez-y à fond. Carré 6 sur votre clavier téléphonique pour prendre la parole sans aucun problème. Alors, on laisse le temps pour les questions, les commentaires et les suggestions s'il y en a. Les gens de l'Ontario, on vous invite peut-être à faire des commentaires. Je pense aux gens de l'Université Laurentienne, Katia serait curieuse. Si vous avez des témoignages de pratiques ou des choses, de la manière dont les choses ont été mises en place dans vos établissements, parce que c'est toujours intéressant. Il y a Dominique et Annie qui est en train d'écrire du Collège de la Cité. Allez-y pour prendre la parole également, carré 6 sur votre clavier téléphonique. Ça va être clair et net, Katia. On vous rappelle, si vous également désirez recevoir le document, la présentation, le clavardage et le lien vidéo suite à la réunion, contactez refad@sympathico.ca. Pardonnez-moi. Je pense qu'il y a les dames du Collège de la Cité qui écrivent un commentaire. Non? Oui, ils sont en train d'écrire un commentaire. Vous pouvez également prendre la parole. Carré 6 sur votre clavier téléphonique. Gênez-vous absolument pas. On invite également Boriana aussi de l'Université Laurentienne. Super présentation. Je répète ce que Dominique et Annie du Collège de la Cité soulignent. Pour les gens qui vont écouter le lien vidéo. Super présentation. Juste un rappel que pour nous, ce sont des tuteurs qui encadrent des participants en ligne. Ah, c'est intéressant.
Je ne savais pas que des tuteurs le faisaient également, on m'a parlé que des enseignants qui encadraient en ligne. Est-ce que ces tuteurs ont un statut d'enseignant par ailleurs, ou est-ce que ce sont des étudiants? Qui sont ces tuteurs? Ils sont au Collège de la Cité aussi, ils ne sont pas rattachés avec les conseils scolaires francophones. D'accord, oui, c'est pour ça. Un commentaire? Oui, c'est un autre système. Oui, exactement. Ils sont en train d'écrire un commentaire. D'autres personnes également? Non, ce sont des Dominique Annie rétorque, non, ce sont des experts de contenu qui encadrent en ligne. Alors, il y a une différence quand même avec le niveau collégial, et j'imagine que c'est la même chose au niveau universitaire, pour les gens qui sont avec nous de l'Université ancienne. Les autres provinces, le Québec incluant bien entendu le Québec, des commentaires, questions, suggestions, juste un petit bravo si vous avez aimé la présentation, dans le pire des cas. Très clair, bon tour de piste. Il y a plusieurs participants qui sont en train d'écrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez aussi mon email en haut, si jamais il y a des questions ou des remarques qui viennent par la suite, n'hésitez pas à m'écrire. Très intéressant, éclairant, claire présentation. Merci. Alors, une dernière chance, questions, commentaires, suggestions pour qui que ce soit sans aucun problème, clavardage, lever la main ou lisez avec carré 6 sur le clavier téléphonique, que je m'étouffe encore une fois. Alors, c'était clair, précis, intéressant, et ça tombe, comme on l'a souligné tout à l'heure, avec tout ce qui se passe en Ontario francophone de ce temps-ci, je crois que ça tombe bien. Gros merci, Katia, pour encore une fois pour ton implication, pour la formation d'aujourd'hui, très apprécié. Si vous voulez faire circuler l'information, autant Katia que les gens qui ont suivi la formation aujourd'hui, gênez-vous pas, utilisez le REFAD, abusez de nous. On vous invite aussi à remplir les fiches d'évaluation qui ont été données aux personnes ressources de vos sites respectifs. Je vous rappelle, si vous voulez obtenir la formation, le document de présentation, le clavardage, il n'y a malheureusement pas grand-chose en clavardage, mais surtout le lien vidéo suite à la réunion, contactez le REFAD. Et Katia, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup à tous. Et puis, effectivement, là, on est dans des choses qui nous inspirent par rapport à l'Ontario, d'autres plus d'actualité inspirent un peu différemment, là, mais bon, étant au niveau universitaire, peut-être qu'on peut aussi s'entraider entre provinces pour maintenir un peu la francophonie. Gros merci. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Bonne fin d'après-midi, au revoir. Au revoir.